Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour Françoise de Smet. Bonjour. Chef de groupe du PTB au Parlement régional bruxellois. Ça veut dire que vous êtes dans l'opposition. 2,3 milliards ou 2,4 milliards, rien que pour l'extension nord du métro. Donc la portion qui irait dans le futur, dans cette fameuse ligne 3, de la gare du Nord jusqu'à la station Bordet à Evere en passant par Schaerbeek. 2,3 milliards, 2,4 milliards, c'est trop cher? Mais écoutez, on a besoin de capacités pour pouvoir se déplacer. Les Bruxellois et les nafteurs ont besoin d'un métro à Bruxelles, c'est assez évident. Mais aujourd'hui, on voit deux gros problèmes. C'est d'abord, pour nous, il y a eu une incompétence politique depuis le début. On voit que les politiciens sont en train de se rejeter la balle les uns les autres. C'est pas moi, c'est l'autre qui a décidé, etc. Il y a du flou. On voit qu'il y a des études qui n'ont pas été faites de manière assez approfondie pour s'assurer. Je veux dire, quand on commence un tel projet avec des telles sommes qui sont engagées, il faut faire ça sérieusement. Ouais. Là, vous parlez plutôt de la portion sud, notamment la station Stalingrad. Oui, mais on risque d'avoir effectivement les mêmes problèmes pour le Nord. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a, indépendamment d'ailleurs des partis politiques qui sont dans les gouvernements successifs ces dernières années, il y a une politique aussi de laisser la clé de la ville à des consortiums privés pour que ce soit, on le voit au niveau de l'immobilier, mais on le voit aussi au niveau du métro ici pour la mobilité. Et on arrive à des situations catastrophiques comme aujourd'hui. Ouais, mais construire un métro, il faut quand même de l'expertise. C'est quand même bien que ce soit des sociétés privées qui le fassent. A priori, et la région bruxelloise, on n'a pas les compétences pour creuser des tunnels. Oui, mais quand vous regardez par exemple l'exemple de Paris, il y a une société publique qui a été créée et qui évidemment travaille aussi avec d'autres sociétés, mais qui a effectivement une expertise pour pouvoir construire le grand métro de Paris. C'est quand même aussi un projet assez pharaonique, mais il est en cours et ils utilisent aussi des tunneliers, etc. Et donc comment ça se fait qu'à Bruxelles on laisse systématiquement la clé de la ville dans les mains des consortiums privés? Aujourd'hui on a de gros problèmes. On voit qu'il y a des problèmes en dessous du Palais du Midi. On savait qu'il allait y avoir des problèmes. On n'a toujours pas de détails sur pourquoi il faudrait 8 ans pour creuser en dessous du Palais du Midi. Comment ça se fait que ça va coûter 170 millions de plus? Maintenant, on voit qu'il y a seulement 2 offres qui sont faites pour le métro Nord, l'extension Nord. Ça n'est pas normal. Je repose ma question. Il y a de l'opacité là-dessus qui ne va pas. Je repose ma question, Françoise de Smet. Est-ce que 2,4 milliards, ça les vaut, cette extension Nord du métro? A priori, vous étiez plutôt favorable à cette ligne 3, au PTB. Oui. Est-ce que vous êtes aujourd'hui toujours favorable ou est-ce que les montants astronomiques qu'on annonce désormais font que vous revoyez votre copie? Mais on doit avoir de la transparence, c'est ça qu'on a demandé hier. Mais répondez à ma question, est-ce qu'on garde le projet de métro à 2,4 milliards ou est-ce qu'on l'abandonne ou est-ce qu'on le revoit? On ne peut pas accepter à n'importe quelle condition, ça c'est clair. On ne va pas mettre non plus les Bruxellois dans la panaille financièrement, parce que déjà aujourd'hui dans le quartier Stalingrad, on voit que les gens sont en train de souffrir, il faut une solution la plus rapide possible pour eux. Donc oui, on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'on doit renoncer à cette extension Nord, ou en tout cas qu'on doit au moins renégocier, voire revoir le projet pour qu'il soit moins onéreux? Il faut effectivement renégocier et on doit surtout avoir la transparence sur comment ça se fait qu'il y a des surcoûts si importants. Ça n'est pas normal. Et donc là, il faut demander des comptes aux entreprises qui ont mis des offres. Absolument. Alors, je reviens sur la station Toust-Tillmans à laquelle vous avez fait référence. Là aussi, on attend une décision du gouvernement bruxellois avec une hypothèse qui est celle de devoir démonter en tout ou en partie le Palais du Midi de manière à pouvoir faciliter les travaux. Vous êtes favorable à cette option, le démontage du Palais du Midi ou pas? Mais ce que les commerçants demandent, c'est qu'il y ait la solution la plus rapide possible pour eux. Et donc, malheureusement, on voit que les deux solutions ne sont pas optimales du tout. Ouais. Et soit on fort en profondeur, mais c'est un énorme surcoût, ça demande beaucoup de temps. Mais là, on aimerait bien avoir de la transparence aussi. On n'a toujours pas de détails. Comment ça se fait que ça prend 8 ans pour faire 120 mètres 8 ans pour faire 120 mètres et ça va coûter 170 millions. On veut de la transparence là-dessus. Parce que comment vous voulez prendre des décisions correctes si vous n'avez pas de la transparence par rapport à ça? Et donc, tant qu'on n'a pas tous ces détails, c'est difficile évidemment de voir quelle est la solution. Qui est-ce qui manque de transparence aujourd'hui, Françoise de Smet? C'est Belliris, c'est la STIB, c'est le consortium qui mène les travaux? Mais c'est partout. Donc, au niveau effectivement des surcoûts, on n'a pas de transparence. Le gouvernement bruxellois doit offrir cette transparence aux citoyens. Ils ont besoin d'avoir des détails par rapport à ça. Et alors oui, on veut aussi cette fameuse note de Belliris dans les mains, on veut pouvoir analyser tout ça. Vous allez interroger le gouvernement bruxellois au Parlement? Bien sûr. Ce sera quand? Si ce n'est pas en plénière, ce sera dans la commission de mobilité. Pardon. Donc ce sera dans les jours à venir? Oui, dans les jours à venir, tout à fait. Alors, dernière question, est-ce que le gouvernement bruxellois doit s'endetter? Est-ce que la région bruxelloise doit s'endetter pour ce projet de métro? Ou est-ce qu'il faut veiller malgré tout à l'équilibre des finances publiques?
Mais il faut trouver aussi une solution financière. Donc la mobilité à Bruxelles, elle ne concerne pas non plus que les Bruxellois. Donc c'est l'État fédéral qui doit payer. Il doit y avoir, oui, des accords de coopération entre les deux. Alors, réforme des collectes. On était en direct dans notre journal de 8h avec le nouveau porte-parole de Bruxelles Propreté qui nous disait « ça commence à rentrer, les Bruxellois commencent à sortir leur sac le bonjour. C'est 4 fois mieux cette semaine que la semaine dernière. » C'est le bon bout et on a raison de la faire, cette réforme du calendrier des collectes des sacs poubelles ou pas? Alors, il y a eu 2 soucis. Le premier, c'est que, évidemment, on est pour le tri et on est pour pouvoir aider les gens à trier et à mettre en place, évidemment, le sac orange. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui commencent à trier, qui déposent leur sac orange dans la rue et puis qui n'est pas ramassé au bon moment, etc. Donc, il y a encore beaucoup de couacs. Parce qu'ils se sont trompés de jour. Non, ils ne se sont pas trompés de jour. Donc, avec des sacs qui sont évidemment éventrés, du coup, par des animaux dans la rue. Et donc, nous, ce qu'on demande, et ce qui est vraiment problématique dans cette réforme, c'est qu'on ait 2 collectes par semaine du sac blanc et du sac orange pour permettre aux gens de pouvoir évacuer leurs poubelles. Donc il faut une deuxième collecte hebdomadaire du sac orange, si je vous comprends bien, et il faut remettre la deuxième collecte de sac blanc quand elle a été, donc il y a énormément été supprimée dans les communes de la seconde couronne. Ouais. Oui, exactement. Donc il y a énormément de gens qui vivent dans des petites habitations. Ouais. Alain Marron a déjà répondu à ces suggestions. Il a dit on n'a pas les moyens de tout faire, ça c'est du yaka faucon. La réalité c'est que les employés de Bruxelles Propreté, ils ne peuvent pas faire 25 tournées, sinon ça devient ingérable et c'est trop de travail. Pourquoi foncer dans une réforme où on sait qu'on va droit dans le mur? Je veux dire, les gens qui sont dans des petites habitations, ils vont pas pouvoir garder 4 poubelles toute une semaine chez eux. Ça n'est pas possible. Dans le centre-ville, on maintient a priori les 2 collectes de sacs blancs. À Uccle, il y a aussi des gens qui râlent sur cette histoire, donc qui sont aussi dans des petits appartements. Il n'y a pas de solution pour eux. C'est pour ça qu'on demande aussi d'investir dans des containers enterrés dans la rue pour que les gens puissent déposer leurs déchets au fur et à mesure et ne pas devoir garder ça chez eux. Je veux dire, quand on fait une réforme d'ampleur sur la question de la gestion des déchets, nous, on n'a pas de problème avec ça. On veut effectivement que les gens trient, mais ça doit se faire dans des bonnes conditions. Ici, on a reçu, dans le meilleur des cas, 15 jours avant la réforme, le calendrier des collectes. Ça a été fait à la dernière minute. Tout le monde est perturbé. On ne comprend plus rien. Il y a énormément de choses qui sont expliquées dans ces manuels. On apprend seulement maintenant qu'il va y avoir des équipes qui vont aller faire du porte-à-porte dans la rue. Pourquoi on n'a pas fait ça il y a 1 an? Pourquoi on n'a pas fait ça il y a 1 an? Dernière question et dernier sujet, il est 8h22, Françoise De Smet. La commission Oberpfalz qui a rendu et adopté ses conclusions lundi et qui va notamment recommander que la commission de déontologie bruxelloise rédige un code de bonne conduite pour les ministres mais aussi pour les parlementaires. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas participé, le PTB, aux conclusions, à la rédaction des conclusions? Mais donc, dès le départ, on avait demandé qu'il y ait une commission d'enquête qui soit mise en place. Je veux dire, ça n'a pas été une commission d'enquête, c'était une commission spéciale. C'était une commission spéciale. Et donc, dès le départ, on a émis des doutes sur le fait qu'on allait pouvoir aller en profondeur et analyser correctement les liens qu'il y a eu entre le monde politique et la société. Là, il y a quand même 20 constats, 8 recommandations. Oui, mais ça concerne seulement en pratique le lobbying. On voit que Uber, c'est une multinationale qui est venue s'imposer illégalement à Bruxelles. Donc, elle a incité des chauffeurs à rouler illégalement. Ils se sont imposés, ils ont fait du chantage politique. Ils sont venus eux-mêmes avec une proposition de loi au niveau du Parlement. C'est quand même un cas d'école. Vous avez une ça n'arrive jamais que des lobbyistes déposent des propositions de décret ou des propositions d'ordonnance. C'est une multinationale elle-même qui vient avec une proposition de loi qui vient sur la table. Et ils ont fait du chantage politique. Je rappelle quand même qu'ils ont retiré la prise avec 1000 chauffeurs qui se sont retrouvés sans rien du tout. Ça, c'est du chantage politique pour s'imposer. Et ça ne va pas. Donc, c'est une multinationale qui Mark Magan l'a expliqué, parvenait à lever des fonds en claquant des doigts des milliards d'euros pour pouvoir s'imposer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les conclusions du rapport? C'est « Ah oui, mais Uber s'est excusé, donc tout va bien, Madame la Marquise. » On n'est pas d'accord avec ces constats et on sentait dès le départ qu'on allait arriver à cette situation. Et donc, on n'a pas participé à ce groupe de travail parce qu'on ne veut pas cautionner cela. Ouais. Est-ce que c'est pas un petit peu la politique de la chaise vide avec le PTB? Dès qu'on rentre dans le concret, vous vous retirez des réunions pour dire on n'est pas responsable. On a participé à la commission spéciale, on a participé aux auditions, mais je vous dis, dès le départ, on a senti qu'on n'allait pas aller en profondeur. On n'a jamais obtenu de documents de la part de Mark McGann. Jamais. On avait demandé depuis le départ d'avoir des documents pour pouvoir travailler de manière très concrète. Et je n'accuse pas Mark McGann. Il a dit lui-même que c'était difficile pour lui. Mais on n'a pas eu ces documents. Comment vous voulez travailler correctement quand vous n'avez pas ces documents dans les mains? Je reviens sur l'encadrement du lobbying. S'il y a un jour un cadre pour les parlementaires, est-ce que vous êtes prête, vous, à dire et à consigner dans un document tous les rendez-vous que vous avez dans la journée? Oui, bien sûr. Mais on a voté pour la plupart des recommandations qui ont été émises.
voisins. Ce qu'on n'est pas d'accord, c'est les constats qui ont été tirés. Loin. Oui, ça ne va pas assez loin. Mais il y a une enquête judiciaire, on ne peut pas non plus empiéter sur l'enquête judiciaire. Oui, mais quand il y a une commission d'enquête, là, on est obligé de recevoir les documents qu'on demande et on peut aller beaucoup plus en profondeur avec les liens qu'il y a eu entre le monde politique c'est le point de départ et la multinationale. de votre constat. Oui, tout à fait. Et donc, sur les recommandations, évidemment qu'on est pour de la transparence au niveau du lobbying, mais pour nous, dans le cas d'école de Uber, ça ne va rien changer. Donc, ils ont utilisé des méthodes qui n'ont rien à voir avec du lobbying. Merci d'avoir été notre invitée. Merci Françoise de Smet, donc chef de groupe du PTB au Parlement régional bruxellois. Je rappelle que vous êtes dans l'opposition.